d'ouvrir ce conseil municipal. Alors déjà, bonsoir, cher conseil municipal, mais surtout, bonsoir, cher public. Mon équipe se joint à moi pour vous remercier, chers administrés, d'être présents. Nous avons la joie d'enfin partager un conseil municipal avec du public dans des conditions presque classiques. Et justement, aujourd'hui, nous avons eu un mail de la préfecture nous rappelant que les modalités de réunion des organes délibérants dans le cadre de la crise sanitaire sont maintenues jusqu'au 30 septembre. Alors les modalités, quelles sont-elles? Eh bien d'abord, le quorum est toujours abaissé au tiers. L'accès au public est restreint, avec même la possibilité de l'interdire s'il y a une rediffusion en direct. Et bien sûr, il y a le maintien des réunions en visio. Mais il était temps d'aménager ce conseil municipal pour pouvoir accueillir du public, ne serait-ce que parce que certaines affaires, aujourd'hui, méritent un retour à une certaine proximité. Je parle notamment de l'affaire sur la refonte de notre base d'adressage. Alors, je vais quand même rappeler, même si je pense que le public que je vois là est un public, je pense, habitué aux conseils municipaux, je vais quand même rappeler quelques règles. En ma qualité de présidente de cette assemblée, parce que je dois en garantir la bonne tenue, je vais donc vous rappeler les principes, surtout à l'attention du public. D'abord, le maire inscrit à l'ordre du jour les affaires qu'il souhaite soumettre à la délibération des élus et qui sont de la compétence du conseil municipal. Tous ici ont reçu avec la convocation une note de synthèse qui détaille tous ces sujets. Alors, comme j'aime à le rappeler, cette note de synthèse n'est pas une obligation sur notre taille de commune, mais je ne vois pas comment faire délibérer des élus sans leur apporter tous les éléments nécessaires à un vote éclairé. Les règles du conseil municipal ne prévoient pas l'intervention de tiers au risque de perturber les délibérations, à moins qu'ils soient annoncés dès la convocation comme ayant été invités à intervenir. Je prends par exemple certains experts qui pourraient être invités par le conseil municipal pour apporter certains éléments techniques à certaines délibérations. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Par contre, à la fin de cette séance, dès que j'en déclarerai la suspension, mes élus et moi-même, nous tiendrons à votre disposition pour quelques instants d'échange autour des affaires qui auront été délibérées aujourd'hui. Je vais donc ouvrir la séance. Il est 19h10 et donc la séance du conseil municipal est ouverte. Nous allons commencer par faire l'appel des élus, des conseillers municipaux pour s'assurer du quorum. Jérôme Alvarez. Présent. Justin Arnaud est absent, mais a donné pouvoir à Denise Schumacher. Stéphane Bentejac. Présent. Amandine Boutan. Oui. On dit présente. Présent. Romain Coquille. Présent. Christelle Hénon est absente. Stéphane Faux est absent. Sonia Guillory-Labuzan, présente. Guillaume Laroche est absent, je ne sais plus. Voilà, il a donné pouvoir donc à Sophia Ric. Pascal Lepage, présent. Vanessa Leroy, Présente. Quentin Magnier, présent. Éric Montillot est absent. Est-ce qu'il a donné pouvoir? Non. Rose Pedrera Afonso, présente. Sophia Ric, Sandrine Sallier, présente. Laurence Sarlang, présente. Denise Schumacher, présente. Et Hélène Véral-Henry est absente et je crois qu'elle a donné pouvoir à Romain. Très bien, merci. Le quorum est donc atteint. Nous allons procéder à la nomination du ou de la secrétaire de séance. Qui souhaite être la secrétaire de séance? Oh là là, elle se bouscule en plus. Eh bien, Amandine. Amandine Sarlang. Elle est belle, celle-là. Qui? Amandine Boutan sera donc notre secrétaire de séance. Bon, nous allons procéder à la signature du procès-verbal de la dernière séance. Et donc, je propose à Guillaume de faire passer le PV. Et je vais en profiter pour faire un petit bilan de ce qu'il s'est passé depuis le dernier conseil municipal. Alors évidemment, le premier sujet est celui des intempéries hors normes qui se sont abattues il y a une dizaine de jours maintenant. Nous en sortons difficilement,
Mais avant tout, nous souhaitions encore une fois saluer l'entraide qui a pu se manifester dans ce village et de nouveau avoir une pensée pour les sinistrés, en particulier pour ceux de nos communes voisines, certains habitants étant encore, enfin toujours, dans la rue. J'en profite pour relayer cette demande. Si parmi les Cambais, certains en ont la possibilité, des familles traînaises, camblanaises, sénacaises cherchent encore des hébergements d'urgence. N'hésitez pas à vous faire connaître auprès de l'accueil à la mairie et nous ferons le relais. Ensuite, concernant le PLU, le cahier des charges a été publié. Si tout va bien, nous devrions recevoir les candidatures des bureaux d'études courants du mois de juillet. Et en septembre, l'un d'eux sera missionné. La première phase du PLU va vraiment démarrer, à savoir le lancement des différentes études sur notre commune. Au niveau de la voirie, eh bien, les travaux devraient commencer à démarrer malgré un planning plutôt bousculé à cause des intempéries. Mais nous aurons l'occasion d'aborder ce sujet tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, le chantier des arrêts de bus matérialisés et sécurisés sur Baragne et les Jardins de Thomas devrait démarrer dans les prochaines semaines. C'est ça, hein, Romain? Je crois que il est où, Romain? Hein, ça nous a été confirmé. Ok. Autre thème, les festivités qui reprennent. La convivialité et le besoin de se réunir à nouveau ont fait partie de ce pourquoi nous étions tous engagés lors de la campagne des municipales. Le Covid a hélas beaucoup compromis cette envie de cohésion sociale, mais ça y est, nous y sommes. D'abord le Festival 360, puis la Fête de la musique, qui tous deux ont eu un beau succès, et puis bientôt les Garonnades, qui démarrent ce vendredi, et puis le Festival lyrique, qui d'ailleurs démarre dès demain, comme vous avez pu le voir avec cette installation. Alors là, pour demain, ce sera avec les écoles, et qui va se poursuivre les week-ends du 10 et 11 juillet, d'abord à Camblane, et puis à Cambes. En clair, on peut dire qu'on n'a pas traîné. Hein. Dès que ça s'est un petit peu ouvert, on y est allé. On espère que cet engouement de la population qui nous a déjà été démontré sur ces derniers événements, et on espère que ça va se poursuivre. Et j'en profite pour remercier nos élus en charge de ces manifestations, qui leur ont demandé une forte mobilisation de temps et d'énergie. Pour rester sur cette politique des festivités, je tenais aussi à remercier les Cambais qui ont répondu à cet appel à projet, celui du comité des fêtes. Et j'invite d'ailleurs ceux qui seraient encore intéressés à se manifester auprès de la mairie. Nous les dirigerons bien volontiers vers ce sympathique groupe en formation. Et pour conclure, étant donné que nous arrivons au terme de cette année scolaire, j'en profite pour confirmer l'installation de la nouvelle classe modulaire début août, mais aussi la finalisation du marché de cantine, qui va nous permettre d'être en conformité avec la loi Egalim, donc cette loi qui impose au moins 20% de bio dans les cantines. Et je remercie la commission Affaires scolaires qui a travaillé à dépasser même ces préconisations réglementaires en cherchant des prestataires qui offrent du local et une très belle diversité alimentaire. Une réunion publique d'ailleurs a eu lieu pour les parents de l'école qui s'est tenue donc la semaine dernière pour en présenter les principes et démontrer notre volonté d'offrir un service public de restauration de qualité. Voilà, alors maintenant je vais vous soumettre les décisions municipales que j'ai prises depuis notre dernier conseil municipal. Et là je prends ma note de synthèse. Première décision, c'est la mise à disposition d'un minibus à la CDC pour la mission de centre aéré de cet été. Nous avons juste fait une convention. Et puis ensuite, alors ça a été fait le 10 juin 2021, cette mise à... Bon, j'imagine que c'est la convention qu'on a formulée le 10 juin. Et puis le 23 juin 2021, nous avons attribué un marché public de réparation de fuites de canalisation sur Bellevue, d'une hauteur de 3 474 € TTC. Donc oui, je vous l'annonce si vous ne savez pas, il y a une énorme fuite d'eau, on a découvert une énorme fuite d'eau un peu plus haut, entre les anciens vestiaires et la maison de retraite, mais ça fait partie de nos canalisations. On a coupé l'eau, donc là il n'y a pas d'eau à Bellevue. On a dû trouver d'urgence déjà une entreprise qui pouvait repérer cette fuite, et puis maintenant qui va pouvoir la réparer.
Encore une dépense inattendue qui n'était pas inscrite au budget, mais que nous sommes contraints d'assurer et d'assumer. Et je peux d'ores et déjà vous informer que la réparation est prévue le 8 juillet, ce qui ne devrait pas compromettre la tenue du festival lyrique et la location de la salle, je crois que c'est le week-end suivant pour un mariage. On croise les doigts, exactement, Sandrine. Oui, sinon on trouvera évidemment des solutions d'urgence, mais ce serait mieux que tout se passe dans ces délais-là. Nous allons passer à l'affaire numéro 1, qui est la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Alors, je vais vous lire donc. Le 17 juin 2021, la préfète de la Gironde, au vu des informations transmises par Météo France et conformément au plan départemental d'alerte météorologique, décide la diffusion de l'alerte météorologique en vigilance orange pour le phénomène orage et pluie inondation pour l'ensemble des communes de Gironde. Dans la même soirée, en quelques heures, la commune a subi des volumes de précipitations colossaux engendrant de nombreuses inondations, puis de nombreuses demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été adressées à la commune pour des dégâts matériels occasionnés ce même jour suite à l'orage et aux inondations par pluie. De la même manière, la commune a subi de nombreux dommages sur son patrimoine répertoriés ci-dessous. Je vais juste vous donner le nom des localisations. Nous avons noté, donc avec les services techniques, notamment avec Philippe Lagrange et Monsieur Mazel, nous avons fait un tour de la commune sur toute une journée pour prendre des photos et répertorier exactement tout ce qui avait été abîmé pendant cet épisode-là. Ce travail, ça nous a servi d'abord à monter un dossier très détaillé pour notre assurance, mais évidemment aussi pour l'affaire suivante dont je vais vous parler, qui est la demande d'aide auprès de la préfecture. Donc nous avons repéré plusieurs zones autour de la mairie, autour du carrefour Sadi Carnot, autour de l'ancien dépôt du service technique, sur Esconac, sur la route du Grand Port, sur le chemin de l'Hardy, sur Henri de France, sur le chemin des Égadus, au croisement des Bourriettes et de la Forêt, sur le chemin de Mouinet, au niveau de la clinique des Horizons. Alors tout ceci, ça peut être aussi bien des bas-côtés qui ont été complètement vidés de leur calcaire, donc avec des bas-côtés particulièrement abrupts, comme ça peut être aussi sur la chaussée des plaques de goudron qui ont été complètement soulevées, entraînant une aggravation des nids de poules, etc. Voire des choses bien plus graves sur le chemin donc de Mouinet, et puis je vais finir ma liste et j'en dis pas plus. Mouinet, donc sur la route du Grand Port, je ne sais pas si je l'ai dit, le chemin du Moulin de la Roque, avec aussi un éboulement sur l'Esteille. Le lot Moulin de la Roque, vous voulez dire le lotissement en fait, sûrement, c'est ça? Et l'impasse du Pérat, oui, avec un éboulement de talus, mais aussi, mais là c'est chez les propriétaires, oui, un éboulement de murs. Cette catastrophe peut faire l'objet d'une reconnaissance juridique de catastrophe naturelle. Ceci permettrait à l'ensemble des victimes de bénéficier de facilités dans le cadre d'indemnisation assurantielle. Pour ce faire, la procédure prévoit que cette demande soit effectuée par le maire du territoire concerné à la préfecture de son département. Cette dernière transmettra par la suite le dossier au ministère de l'Intérieur où une commission l'étudiera et le validera éventuellement si elle l'estime justifié. Alors je tenais à souligner que la mairie n'est pas habilitée à déclarer cet état de catastrophe naturelle, comme vous venez de l'entendre. Beaucoup de nos administrés sont venus nous demander des attestations de catastrophe naturelle, mais nous n'avons aucun pouvoir d'appréciation sur ce sujet. Nous ne sommes en charge que de la constitution du dossier de demande que nous soumettrons à la préfecture. Cette reconnaissance de catastrophe naturelle n'a pour seul but que de faire valoir nos droits auprès de nos assurances respectives. Si je dis nous, c'est parce que les infrastructures de la commune ont été autant sinistrées que les habitations privées. Et comme vous le savez, l'état de certaines de nos routes était déjà calamiteux par manque d'entretien depuis des années. Mais alors là, sur certains endroits, il n'y a plus de route. Notamment ce fameux chemin Gasquet qui part du croisement de la D10 au niveau d'Esconac et qui monte, où on a même des choses quand même assez graves, notamment un câble à haute tension qui est complètement à l'air libre parce que tout est parti sur les bas-côtés.
Je tenais quand même à souligner que le curage des fossés et l'élagage entrepris en début d'année auront nettement montré leur utilité dans cet épisode d'une rare intensité. Et j'annonce d'ailleurs une seconde phase de curage des fossés qui ne devrait pas tarder, elle non plus, hein, c'est ça Romain? Suivant les conditions météo. C'est suivant les conditions météo, eh oui. Quoi qu'il en soit, cet épisode nous aura démontré que l'enjeu de la gestion de l'eau est immense sur notre territoire et qu'il doit toujours être pris en compte sur toutes nos décisions, notamment concernant l'urbanisme. Nous passons à l'affaire numéro 2, qui est en continuité avec la première, comme je vous disais. Ah, j'allais pas vous faire voter. Je prends le train comme d'habitude. Excusez-moi. On rembobine, vous couperez. Et puis le public n'a rien entendu, évidemment. Est-ce que vous avez des remarques et des questions sur cette affaire, pardon, chers élus? Non? Non? Sandrine? Dis. Il te semblait, dis, hein. En termes de délai, c'est à peu près combien de temps pour, c'est combien de temps à peu près pour l'obtention de l'état? Alors, c'est une bonne question. Combien de temps, donc je répète parce que tu n'as pas le micro, le public a peut-être entendu, quel est le délai pour la reconnaissance en catastrophe naturelle? Et pour tout vous dire, je n'en sais rien. Non mais c'est vrai parce que je pense qu'on a des gens dans la salle qui savent que c'est très long puisqu'on a eu la même demande notamment concernant les événements de février dernier sur cet éboulement, cette pierre qui était tombée, ce rocher qui était tombé sur une maison et d'autres d'ailleurs affaissements et glissements de terrain au même moment. On a eu plusieurs visites, plusieurs experts de différentes institutions et les derniers qui sont donc nos partenaires, donc le CEREMA, l'ancien Ponts et Chaussées, est venu sur place, est allé constater, est allé finalement identifier les causes. Alors est-ce qu'elles sont anthropiques, est-ce qu'elles sont naturelles? C'est ce qui est jugé pour ensuite dire que c'est une catastrophe naturelle. Donc ils sont encore en train d'instruire ce dossier, d'apporter tous les éléments. Et ensuite, ce dossier part donc au ministère et ensuite à une commission qui se réunit. Alors, pas tout le temps, justement, donc tout dépend si ça tombe pile avant la prochaine réunion de commission au ministère. Donc, vous imaginez le chemin que ça prend. Alors, j'ai envie de croire que comme nous sommes plusieurs communes à demander cet état de catastrophe naturelle et que c'est quand même un événement inouï et particulièrement violent, vraiment pour certaines communes, c'est une vraie catastrophe. Pour nous aussi, mais je suis très contente de ne pas déplorer en plus des habitants très 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 sinistrés comme il peut y en avoir ailleurs. Voilà, malgré tout, comme c'est tout un territoire qui est touché, j'ai envie de penser que ça ira peut-être plus vite. Bon, voilà, mais vraiment je serais bien mal avisée de vous donner une date parce que c'est très difficile à estimer. Par exemple, ce qui s'est passé en février n'est toujours pas... Ce qui s'est passé en février n'est toujours pas là décidé. Voilà. Ça nous donne une idée de la longueur des procédures, en espérant qu'effectivement, parce que c'est une catastrophe un peu plus importante, ça peut peut-être être appuyé par plus de collectivités et donc avancer un peu plus. Voilà. Oui. Oui. Tiens, tu veux pas le micro? Oui. Il y a un ouvrage au niveau des buses, de la buse, tu sais, c'est celle-ci qu'on a identifiée, qui est tombée. C'est ça. C'est le croisement, c'est pour ça que c'est identifié à cet endroit-là. Pour donner une explication, mais je peux vous fournir ensuite les photos, enfin il y a tout ce qu'il faut. Ce sont vraiment, et parce qu'on a des services techniques qui sont sur le terrain, ils ont identifié des choses qui n'étaient pas comme ça avant. Notamment cette buse qui était déjà très fragile, mais là qui s'est complètement écroulée, qui d'ailleurs c'est un danger parce qu'il ne faudrait pas que ça recommence. Là, on a une buse qui est donc très obstruée et qui va faire que si jamais on a encore un événement comme ça, là, en l'état actuel des choses, c'est pire. Donc oui, effectivement, c'est exactement ça qui est identifié, plus même une bouche d'égout, en fait, dont le béton est complètement parti, donc avec un trou. Voilà. Ça rend, en tout cas, nous, on a tout mis, tout ce qui paraît avoir été abîmé par cet événement-là. Maintenant, je ne sais pas si tout sera pris en charge, mais
moi, d'abord, je déclare. Après, on verra comment ça va être organisé et pris en compte. Est-ce qu'il y a d'autres remarques autour de ça? Non? Bien, alors je vais donc vous soumettre les propositions suivantes. De mener une procédure de reconnaissance de catastrophes naturelles concernant l'ensemble des dégâts enregistrés sur la commune, tant chez des personnes privées que pour la commune, en raison des inondations occasionnées par les orages et fortes précipitations des 17 et 18 juin 2021, journée classée vigilance orange, orage et pluie inondation par la préfecture de Gironde. De déposer un dossier de reconnaissance de catastrophe naturelle auprès de la préfecture de Gironde en vue de son étude et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques afférentes à cette démarche. C'est bizarre. L'ensemble des démarches juridiques afférentes à cette démarche auprès de l'ensemble des acteurs concernés. On s'en fiche des redondances, on a compris. Bien. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Bien, merci. À l'unanimité. Bon, maintenant je passe à l'affaire numéro 2. Et donc, l'affaire numéro 2 concerne la demande auprès de la préfecture du fonds de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques. Donc, comme je vous le disais, les dégâts sont importants et sans l'aide de l'État, nous ne sommes clairement pas en capacité financière de réhabiliter ces voies. En amont, nous avons aussi demandé des devis des devis sur tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, que nous joindrons aussi à ce dossier afin d'être le plus précis possible sur notre demande. Et du coup, je vais donner la parole à notre rapporteur, qui se trouve être Vanessa Leroy, notre adjointe aux finances. Alors, l'article L1613-6 du Code général des collectivités territoriales prévoit l'institution d'une dotation budgétaire intitulée « Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques, en vue de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves ». Ce même article prévoit en fait tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens énumérés dans un autre article, le R1613-4, et appartenant aux collectivités territoriales ou groupements mentionnés à l'article L1613-6 des dégâts d'un montant total supérieur à 150 000 € hors taxe. Enfin, l'article R1613-4 du même code prévoit que sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article, dans les conditions prévues, les biens suivants: les infrastructures routières et les ouvrages d'art, les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation, les digues, les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau, les stations d'épuration et de relevage des eaux, les pistes de défense des forêts contre l'incendie, les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Au regard de l'ensemble des dégâts occasionnés par les inondations des 17 et 18 juin sur les infrastructures routières communales et leurs biens annexes et des montants importants de leur réparation pour notre commune, il est nécessaire de procéder à une demande de dotation de solidarité
en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans le délai de 2 mois à compter de l'événement. Bon, on n'entend pas. Bien, merci à tous. Merci pour le micro. Merci Vanessa plutôt. Alors, les propositions soumises au conseil municipal sont les suivantes. Mener une procédure de demande de dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques concernant l'ensemble des dégâts enregistrés par la commune sur l'ensemble de son patrimoine éligible à la dotation. D'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes à cette démarche auprès de autour de cette affaire avant de passer au vote. Non? Non plus? Non. Bon, c'est vraiment un fonds qui a été débloqué très vite derrière tous ces événements, donc il fallait très vite se positionner. 2 mois, c'est très court, hein, donc on essaye d'être très réactif et tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était dans ce but-là, effectivement, d'espérer être beaucoup subventionné pour mener à bien ces chantiers. Très bien. Alors, ah oui, c'est vrai, j'allais oublier, c'est juste que j'ai un truc à sauter. Je vous propose donc de voter pour ces propositions. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Proposition à l'unanimité. Alors, je me suis perdue dans mon texte. Oui, je sais. Alors, nous allons donc passer aux affaires numéro 3 et 4, qui sont des décisions modificatives, tout simplement dues à tous ces changements au niveau du trésor public, alors notamment à son déménagement, mais son déménagement, c'est aussi et surtout une restructuration au niveau des services de l'État, et nous les subissons un petit peu, je ne vous cache pas. Donc, ces demandes de modification ont été émises par le trésor public. Bon, c'est vraiment, c'est pas, comment dire, c'est pas des affaires à gros enjeux, c'est plus pour mettre à jour finalement notre budget en conséquence de leurs oublis ou de leurs petites, comment dire, imprécisions. Voilà. Donc je passe la parole à Vanessa si le micro fonctionne. Donc, bon, donc l'affaire numéro 3, c'est la décision modificative du budget primitif principal. Donc juste pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé, donc la trésorerie de Cambre occupait jusqu'à fin mai 2021 un bâtiment communal dans le cadre d'un bail. Cette administration était également, et toujours d'ailleurs également, le comptable public de la commune. Dans ce cadre, elle a fait émettre à tort à la commune, donc l'ordonnateur, plusieurs titres de recettes en 2020 pour le paiement de ses loyers. Aujourd'hui, en 2021, la trésorerie de Cambre, en pleine restructuration de son organisation et de ses procédures de fonctionnement, s'est rendu compte de son erreur et souhaite régulariser cette situation. Donc pour ce faire, elle nous demande à la commune d'émettre sur le budget actuel 2 mandats de 4 275 € chacun, compte 673 titres annulés sur exercice antérieur. Or, au budget, nous n'avions pas provisionné cette ligne budgétaire, à juste titre, hein, cette dépense n'était pas prévue. Aussi, il convient de prendre une décision modificative du budget primitif principal
en vue de provisionner dans la section fonctionnement la ligne budgétaire du compte 673 titres annulés sur exercice antérieur depuis la ligne budgétaire 023 dépenses imprévues pour permettre au Trésor public de régulariser cette situation. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, très bien. Merci Pascal. Non, pas de questions, pas de remarques? Je vais donc vous soumettre les propositions qui sont de valider le recours à une décision modificative du budget primitif principal en vue de provisionner, c'est ardu, hein, je vous le concède, de provisionner dans la section fonctionnement au compte 673 titres annulés sur exercice antérieur la somme de 8 550 € depuis le compte 023 dépenses imprévues en vue de permettre la régularisation par le Trésor public du paiement de ses loyers dans le cadre du bail du bâtiment communal qu'elle occupait jusqu'à la fin de mai 2021 et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Très bien, à l'unanimité. Je te laisse parler de l'affaire numéro 4, Vanessa. Toujours toi. Donc toujours une modification, donc c'est la modification du budget annexe transport scolaire, on y revient. Donc du coup, par délibération numéro 48 du 7 avril 2021, le conseil municipal a procédé à la suppression du service public industriel et commercial communal de transport scolaire et la clôture de son budget annexe. Or, un mouvement budgétaire a été émis par erreur sur ce budget préalablement, empêchant pour le comptable public la suppression juridique de ce budget spécifique. Donc pour ce faire, il convient donc de modifier cette délibération de clôture en mentionnant le 31 décembre 2020 comme date de clôture et en précisant que le mandat produit sur ce budget en 2021 est une erreur, puisque prévu sur le budget de la commune. Voilà, c'était une erreur d'imputation, mais du fait de l'imputation sur le budget, nous pouvons en tout cas pas clôturer le budget transport scolaire. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ces affaires technico-techniques? Très bien. Les propositions soumises au conseil municipal sont d'annuler et remplacer la délibération du numéro 48 du 7 avril 2021 de suppression du service public industriel et commercial communal de transport scolaire et de clôture de son budget annexe en vue de mentionner le 31/12/2020 comme date de clôture et de préciser que le mandat produit sur ce budget en 2021 est une erreur puisque prévu sur le budget de la commune. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci à l'unanimité. J'en profite pour rappeler vraiment, parce que j'étais assez surprise, pourtant je pense que ça a été suffisamment communiqué, pour rappeler et confirmer l'annulation de ce transport scolaire. Ce n'est pas parce que le budget n'est pas clôturé qu'il est maintenu. On est bien d'accord qu'il y a eu plusieurs raisons pour lesquelles on a dû l'annuler, notamment le fait qu'il était sous-dimensionné étant donné la taille de la commune et du nombre d'enfants dans cette commune. Bien. Nous passons maintenant à l'affaire numéro 5, qui est celle de la refonte de la base d'adresse de la commune de Cambes et la mise en place d'une nouvelle dénomination des voies de Cambes. Enfin, nous touchons au but. Non mais, depuis le temps qu'on le dit, étant donné que ces plaques de nouvelle adresse ont été posées juste avant notre élection, les Cambaises et Cambais ont eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi nous ne les avons pas activées, ces fameuses nouvelles adresses. Eh bien, tout simplement parce que la pose de ces plaques aurait dû intervenir après un long travail de mise en correspondance des anciennes et des nouvelles adresses, ce qui n'a pas été fait. Et depuis, ce travail s'est avéré très fastidieux, tant nos bases de données sont incomplètes. Je remercie donc le porteur de ce projet, Pascal Lepage, qui va nous exposer les résultats de ce travail et surtout ce que cela va impliquer pour nos citoyens dans les prochains jours. Est-ce qu'il marche? Ouais. Ça marche, je crois. Oui, vaste sujet qui a
préoccuper, je pense, de nombreux administrés, peut-être encore plus attendus que le PLU pour certains. En tout cas, voilà, on y est. On est enfin à cette délibération qui va permettre à chacun d'avoir sa nouvelle adresse dans les prochains jours. Je vais juste rappeler pourquoi il est extrêmement important d'avoir une adresse qui soit fiable. Et on verra après que ce n'était pas tout à fait le cas. C'est bien sûr pour toute la partie de service de secours, il nous faut absolument être capable d'indiquer une adresse. C'est le cas, bien sûr, des pompiers, c'est le cas de la gendarmerie, c'est le cas aussi de toutes les personnes âgées qui ont éventuellement des ambulances qui viennent à leur domicile. C'est aussi le cas, toujours pour ce qui est des services des opérateurs. Je pense aux opérateurs qui nous fournissent l'électricité ou qui nous fournissent aujourd'hui le téléphone. Demain, ils nous fourniront la fibre. Et la fibre est souvent le prétexte le plus important pour aller vers un nouvel adressage, puisqu'il faut absolument que nous soyons précis pour garantir à nos concitoyens d'avoir la fibre lorsque le moment sera venu. On en reparlera plus tard ici. Je voudrais aussi dire que, au-delà des services de secours, l'adressage, c'est la vie quotidienne. C'est la vie quotidienne déjà pour que des amis nous trouvent, pour que les services postaux puissent distribuer le courrier, pour que les applications GPS puissent enregistrer des bonnes adresses. Et aujourd'hui, évidemment, il y a un peu de fantaisie sur ces applications. C'est aussi important pour les acteurs économiques du territoire, que ce soit les entreprises qui ont besoin qu'un transporteur vienne les livrer, que ce soit pour les acteurs touristiques aujourd'hui ou demain, avec des gens qui viennent complètement d'extérieur et qui cherchent ces lieux. Et puis enfin, c'est important pour les services publics, c'est-à-dire pour nous, communes, on a besoin d'avoir une cartographie précise de notre territoire, on a besoin de transmettre des informations au cadastre, on a besoin de le transmettre aux impôts, on a besoin aussi de participer à la numérisation des services publics, qui est un sujet évidemment que tout le monde comprendra au travers par exemple de la déclaration d'impôt, qui se fait bien sûr maintenant par Internet dans la majorité des cas. Voilà pour ce qui est pour moi de ce que je voulais présenter comme étant les sujets qui nous ont amenés à différer dans le temps le nouvel adressage, parce qu'il fallait travailler à ce que ce nouvel adressage réponde à ses besoins et soit le plus normé possible, le plus précis possible. On vient de loin, on vient d'une situation où nous avions sur la commune 110 dénominations de voies, de lieux-dits, et essentiellement d'ailleurs de lieux-dits, puisqu'à peu près 50% de nos adresses étaient rattachées à des lieux-dits ou rattachées au bourg. C'est l'histoire, hein, bien évidemment. Il est clair que ce village a considérablement grandi au cours des ans, et aujourd'hui, nous avons, avec ces 110 dénominations, 1060 numéros qui se sont aussi accumulés, alors que nous ne sommes que 1700. Donc vous voyez, il y a aussi une problématique avec des numéros un peu fantômes qui ne servent à rien. Les adresses sont multiples en termes d'origine. Il y a eu une époque où on était évidemment sur une numérotation classique, pair, impair. On est sur des numérotations qui ont utilisé également les numéros du cadastre, les numéros de parcelles. Et puis tout ça fait qu'aujourd'hui, parfois, on se retrouve avec deux maisons qui ont le même numéro, qui partagent la même adresse. Donc évidemment, une situation inacceptable pour des services de secours, tout simplement. La problématique qu'a commencé à exposer Mme Pedrera, due à la pose des plaques de cette nouvelle dénomination et de ce nouvel adressage, a été que non seulement ça semait la confusion, mais en plus, ça doit se faire dans un cadre particulier, un cadre juridique, qui est aujourd'hui cette délibération qu'on va vous proposer, qui est une délibération qui valide donc cette nomination, ou ce nommage des rues, je ne sais trop comment le qualifier. C'est un point sur lequel j'apporterai une précision par rapport au travail qui a été fait par l'équipe précédente, un point que nous n'avons pas voulu corriger pour des raisons d'abord budgétaires. Les noms de rues qui ont été choisis par l'ancienne équipe municipale ont donc entraîné cette commande de plaques, et ça a donc
était un engagement budgétaire assez conséquent, puisqu'on est de l'ordre de 25 000 euros. Et donc nous n'avons pas souhaité modifier sur le fond l'ensemble de ces bois qui avaient été balisés au mois de mars 2020. Nous avons apporté un certain nombre de correctifs à la marge. Nous avons aussi et surtout ajouté un certain nombre de nouvelles dénominations de rues parce qu'il en manquait. Et que quand on fait un bon adressage, il est hors de question d'avoir des rues qui sont discontinues, par exemple, qui porteraient le même nom. Voilà pour ce qui est un peu de la situation jusqu'à aujourd'hui. La situation de demain, celle qui vous intéresse, j'en suis sûr, c'est 83 dénominations. Je rappelle tout à l'heure, on était à 110. 83 dénominations et à peu près 760 numéros, 760 bâtiments identifiés, puisque les règles de la numérotation et les règles de l'adressage, c'est bien évidemment de nommer toutes les rues, mais aussi de numéroter tous les bâtiments, qu'ils soient des bâtiments habités ou non habités, dès lors qu'ils sont distincts, et c'est également le cas éventuellement de bâtiments techniques. La salle Bellevue, par exemple, n'avait pas jusqu'à présent d'adresse particulière. Salle Bellevue, le Bourg-Cambe, eh bien demain elle aura un numéro et un nom de voie. Ce que nous avons aussi fait, c'est donc supprimer 48 dénominations de lieux-dits, de voies, de maisons, parce que parfois le lieu-dit ne concernait qu'un seul logement. Nous avons, à l'inverse, nous avons créé 21 dénominations, et nous avons surtout, en maintenant le travail de l'équipe précédente, en fait, une correspondance qui va se faire assez naturellement entre des noms de lieux-dits qui vont devenir route de, ou qui vont devenir rue de. Je prendrai pour exemple des lieux-dits comme Laborie, La Taste, Galliveau, Esconac, La Forêt, qui vont demain se retrouver sous des noms donc, de rue ou de route. Et bon, de toute façon, vous le savez déjà, puisque c'est déjà, entre guillemets, affiché. Ce qui a été fait également, c'est, pour avoir un affichage qualitatif, que nous avons bien évidemment incorporé une grande part de numérotation métrique. La numérotation métrique, à l'inverse de la numérotation continue, avec des numéros pairs et des numéros impairs, cette numérotation métrique, elle a un point de départ au début de la rue, et ensuite, on attribue des numéros en fonction de la distance d'éloignement par rapport à ce point de départ. Ça a un avantage évidemment considérable pour pouvoir suivre l'évolution de l'urbanisme et de la démographie de notre village. Si de nouvelles maisons, si de nouvelles parcelles venaient demain à être construites, si de nouveaux bâtiments venaient à être construits, on serait en mesure d'ajouter des numéros sans modifier et sans créer une numérotation alambiquée avec des numéros bis, des numéros terres, des quaterres, que sais-je. Donc ces numéros et ces voies en numérotation métrique sont assez nombreuses dans le nouvel adressage. Elles permettront aussi d'avoir une plus grande précision pour les services de secours, encore une fois, puisqu'ils savent quand ils prennent une rue qu'il faut qu'ils fassent 500 mètres, 600 mètres, 1 km pour trouver la maison qu'ils cherchent. Voilà. On est aidé dans ce travail d'adressage aussi par les services de l'État qui développent en parallèle des outils dans le cadre de la numérisation et dans le cadre aussi de la décentralisation pour que les communes puissent travailler avec les capacités de certifier les adresses. Donc on a un outil qui nous a permis à faire cet adressage et qui permettra demain à tous les opérateurs, que ce soit des opérateurs d'État comme des impôts, ou que ce soit des opérateurs privés mais partenaires publics que l'on connaît comme EDF ou pourquoi pas le SDIS, des pompiers, d'accéder à cette base de données, d'y accéder non seulement à l'instant T telle qu'elle est aujourd'hui, mais aussi d'intégrer au fil du temps les évolutions qui viendront augmenter cette base. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur l'intérêt de cette base adresse qui sera accessible à chacun d'entre nous, d'entre vous, de tous les administrés, avec une simple adresse Internet. Donc voilà, pour la partie, on va dire, un peu explicative. Maintenant, si on considère évidemment la préoccupation
de chacun des Cambais. Évidemment, demain, même ce soir, chacun va se demander quelle est ma nouvelle adresse. Et c'est légitime. Alors ce ne sera pas tout à fait ce soir, parce qu'il fallait attendre cette délibération, mais à partir de demain et dans les jours qui suivent, on va vous communiquer, on va communiquer aux Cambais donc l'adresse internet qui leur permettra d'aller sur une cartographie, trouver tout de suite leur nouvelle adresse. On va aussi mettre en place un certain nombre de permanences donc à la mairie. On va mettre des permanences tous les jours, pendant les 15 jours qui viennent, à partir de lundi. Alors ce sera avec des horaires qu'on va vous communiquer, au travers d'un flyer. J'en ai un exemple ici. Voilà, je ne sais pas si tout le monde l'avait vu, ce flyer. Voilà, qui va être distribué ce week-end, et dans lequel donc figurent précisément les dates de ces permanences, les heures. Évidemment, ce n'est pas toute la journée, mais ce sera adapté à la fois à des populations peut-être inactives qui peuvent venir en journée en mairie, mais aussi à des populations actives avec des horaires un peu tardifs. On ira jusqu'à 19h30 le soir et on sera même avec des permanences le samedi matin. Globalement, les formalités pour les administrés, ce sera un changement d'adresse. Un changement d'adresse qui doit se faire, tel que les textes le demandent, dans un délai de 2 mois, et qui se fait globalement pour tout ce qui est service public de façon très simple, car là aussi, une adresse internet qui sera communiquée permet de faire en une connexion l'ensemble, ou d'informer, pardon, un ensemble d'acteurs donc institutionnels, que ce soit le service des impôts, encore une fois, ou les caisses de retraite, Pôle emploi, les différents fournisseurs même d'énergie, et éventuellement, j'ai ajouté la caisse de sécurité sociale, enfin un ensemble de prestataires. Donc cette adresse permettra de faire ces changements. Il faut aussi envisager le changement des certificats d'immatriculation. Et donc tous ces éléments-là, pour la population cambaise qui n'est pas à l'aise avec l'outil numérique, pourra faire l'objet d'un accompagnement, en tout cas d'explication lors des permanences. L'accompagnement, on verra si on peut le faire lors des permanences, mais si ce n'est pas possible, on le différera avec un rendez-vous dédié à cela. Et également un accompagnement pour les entreprises qui ont des formalités un petit peu plus denses à effectuer, évidemment, à l'occasion de ce changement d'adresse. Parce que les modalités prévues, en l'occurrence par le Centre des formalités des entreprises, sont simplifiées dans le cas d'un changement d'adresse comme le nôtre, mais nécessite néanmoins que systématiquement les cabis soient changés. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, un petit document accompagnera, je crois, le compte-rendu le document sera communiqué, et sur ce document, on indique les différents outils CERFA qui sont à utiliser, enfin les formulaires CERFA, et un certain nombre d'informations. Là aussi, on sera dans un accompagnement le plus possible pour que tout se passe le mieux possible. Et dernier point, les plaques numéros de chacun des Cambais et Cambaises seront à votre disposition à la mairie lors de ces permanences en particulier, pour que vous puissiez apposer ces plaques qui seront à l'image des plaques, des noms de voies que vous avez vus, dans les mêmes couleurs. Alors je regrette un petit peu que pour des raisons administratives, on ait un petit loupé. Il y a quelques plaques qui ne sont pas disponibles encore, mais qui vont arriver prochainement. On va essayer de trouver une solution pour que, entre-temps, chaque Cambais puisse être équipé. Voilà ce que je pouvais dire. Y a-t-il des questions que je n'aurais pas traitées? Il manque juste quelques élus sur les permanences. Mais ça, on pourra en parler après le conseil. C'est un message... D'accord. Merci. Ouais, je pense qu'on ne pouvait pas faire plus complet.
concis, et je pense que c'est une belle démonstration de la complexité qui a fait que ça a pris plusieurs mois donc à être mis en place quand on veut faire du travail sérieux et qu'on est responsable de sa population et qu'on souhaite que ça se passe au mieux pour tous. Sachant que je me rends compte qu'il y a seulement quelques semaines que je me suis rendu compte que j'étais concernée par ce changement d'adresse, et tout à coup je me suis dit, ah oui, donc moi aussi il va falloir que je m'attaque à tout ça. Donc voilà, c'est aussi pour dire que évidemment vos élus aussi sont concernés par ce changement d'adresse, donc nous sommes tous dans cette difficulté, et nous ferons tous en sorte que ça se passe au mieux pour tout le monde. Parce qu'il faut vraiment avoir conscience que rares sont les communes qui font un changement total d'adresse en une seule fois. Voilà. Je vous propose donc, s'il n'y a vraiment aucune question, aucune remarque, et j'en aurais été surprise, je vous propose donc de vous soumettre, de procéder à la refonte de la base d'adresse de la commune de Cambre pour la mise en place d'une nouvelle dénomination des voies, et d'approuver et valider à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération l'ensemble de la nouvelle dénomination des rues référencées, qui seront d'ailleurs annexées sur le site et sûrement au procès-verbal, et définies pour partie par rapport à l'ancienne dénomination. Donc là, j'ai une grande liste avec des correspondances. Je ne prendrai pas le temps de tout lire puisque tout sera transmis à la population. Et je vous propose aussi d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches, notamment juridiques et financières, nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Et je dois vous préciser qu'à partir de la délibération ce soir, les nouvelles adresses seront donc effectives. Ce sera juste le temps. Alors là, Pascal, tu vas me dire par rapport à la base d'adresses. Donc la carte qu'on va pouvoir consulter en ligne, où il y aura donc nos nouvelles adresses, le temps que ça se mette en route. En fait, le problème est justement que c'est très réactif, parce que dans les 24 heures, la base est mise à jour, ce qui fait qu'on ne pouvait pas anticiper, sauf à faire un pied de nez à cette délibération et à se retrouver avec les nouvelles adresses en ligne et disponibles pour tout un chacun, y compris pour les opérateurs que j'ai évoqués. Donc c'est pour ça qu'elles seront, je pense maintenant que demain matin, activées. Il faut évidemment que ça se fasse via une adresse mairie, mais dans la journée de demain, on peut espérer que ces adresses soient disponibles sur le site au plus tard dans les 24 heures. Voilà. C'était la question. À partir du moment où on appuie sur le bouton, en fait, ça se met très vite en route. Voilà. Bien, cher conseil, qui s'abstient? Vous voulez encore d'autres précisions? Qui est contre? Et qui est pour? Enfin. Merci à tous. Oui, et bravo, c'est vrai. Bravo. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui ont participé, parce que si je suis le rapporteur, pour autant, de nombreux d'entre nous ont participé à cet adressage, évidemment. Merci de le préciser, Pascal. Alors oui, parce que l'affaire numéro 6, donc nous passons à l'affaire numéro 6, qui concerne donc l'attribution des subventions municipales aux associations cambaises. Et avant de passer la parole à Sandrine Sallier, je voudrais souligner son travail en collaboration avec Vanessa Leroy pour accompagner nos associations dans le montage de leurs dossiers. Cela commence par les informer sur le principe même de la subvention accordée par une commune. Comme vous le savez, la commune finance des projets clairement identifiés et chiffrés, qui ont besoin d'un soutien financier. Ces projets se doivent d'offrir un intérêt ou des attentions à nos Cambais et nos Cambaises en priorité. Sandrine, je te passe la parole. Merci Rose. Oui, en effet, pour démarrer, je redirais que l'année dernière, l'ensemble des subventions avaient été attribuées à pratiquement toutes les associations. Je dirais que cette année, en effet, la démarche a été un petit peu particulière pour Vanessa et moi, ainsi que pour la commission.
dans l'idée où on s'est particulièrement penché sur les dossiers de demande de subvention. On a été beaucoup plus, en effet, vigilant, peut-être plus exigeant, il faut le dire, mais je pense que c'est important. Dans ce qui est demandé, dans la formulation des demandes, et dans la justification de ces demandes. Voilà. Donc, du coup, je pense qu'il y a une conséquence à ça. Pour autant, le montant total est supérieur, mais toutes les associations, en effet, nous n'attribuons pas ce soir de montant particulier à toutes les associations. Pour finir, juste sur ce détail, je pense que ça a été quand même l'occasion de se rencontrer individuellement, de rencontrer certaines associations, de discuter sur leurs intentions, leurs projets, et de redéfinir justement ce qu'on demandait par rapport au dossier, voire de les aider aussi, je pense, à monter ces dossiers plus clairement. À nous d'être toujours un peu plus clairs dans ce qu'on va demander. Ça va être le travail pour nous de clarification sur ces dossiers à partir de l'année prochaine. Voilà, pour simplifier aussi, dans un souci de simplification des demandes. La bibliothèque de Caen, je rappelle le montant de 2020 était de 950 €. Pour le montant attribué pour 2021, 1100 €. L'APE, c'est-à-dire l'association des parents d'élèves, 1300 € en 2020, 1400 € en 2021. L'association Sites et Monuments de Cambes, l'année dernière, avait demandé un montant de 800 €. Cette année, pour les raisons justement, entre autres, que j'ai évoquées précédemment, sur les discussions que nous avons eues, sur le montage du dossier, sur tous ces détails, mais qui ont été vus avec l'association, il n'y aura pas de demande de subvention de la part de Sites et Monuments. Les camarades de combat sont dans le même cas. Le fusil Cambé, 500 € l'année dernière, 500 € cette année. L'association Les Pieds Niqués, 500 € l'année dernière, 500 € cette année, reconduit. L'association du Tral, table ronde autour de la lecture, voilà, excusez-moi, ou du livre, moi j'étais pas loin. 150 € l'année dernière, pas de demande faite par l'association cette année. Il faut aussi préciser que l'année a été quand même assez triste pour nos associations et que donc elles ont aussi eu peu d'activités, voire pas du tout. C'est aussi pour ça qu'il y a certaines associations n'ont pas fait de demande. L'association Team CX4, 400 € l'année dernière, reconduit à 400 € cette année. La FNACA, donc est une association alors là, vous allez m'aider pour Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, voilà. Là, il a été décidé que nous ne reconduisons pas cette subvention. Aucun projet n'étant porté sur la commune même de Cambes. Nos camarades de combat n'ayant en plus de leur côté rien demandé, je pense que voilà, l'équilibre me paraît plus juste. De façon plus générale, nous attribuerons 750 € de subvention à l'association Jazz 360 pour leur fonctionnement par rapport au festival, ainsi que 1000 € pour l'association Entre deux rêves pour le festival du même nom. Voilà. Donc tout ça pour un montant de 5650 €. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Je me répète, hein, mais ça a été vraiment un beau travail de remise à plat. Alors, tu as raison, Sandrine, vous avez été plus rigoureux, vous avez mis à plat, mais ce qui est admirable, et c'est toujours ce qui se passe, je trouve, dans notre conseil, c'est qu'on ne dit pas juste non, on n'est pas juste rigoureux, on prend en charge, je sais que vous essayez justement de structurer ce dossier de demande pour que ce soit plus facile aussi à remplir, parce qu'on n'oublie pas qu'une association, ce n'est pas des professionnels. Souvent, l'association, le bureau de l'association, ça tourne, et puis le trésorier n'est pas forcément formé
à toutes ces règles qui évoluent en plus avec le temps. Donc, moi, je remercie vraiment Sandrine d'avoir pris ça en charge, d'avoir pris du temps pour rencontrer ces assos et pour se poser la question de pourquoi est-ce que ces dossiers sont si mal remplis? Tout simplement parce que c'est un héritage comme ça d'année en année. Et puis à la fin, et je parle aussi au nom de la présidente de l'APE que j'ai été, on fait ce que les autres ont fait sans se poser plus de questions que ça, parce que c'est comme ça que ça se fait depuis des années. Donc que des élus se disent, bon, on va pas juste dire non, ça va pas, mais attendez, on va voir ensemble à quel moment ça a dérapé et comment on peut remettre tout ça à plat et comment on peut vous accompagner. Je trouve que c'est vraiment... C'est aussi notre cœur de mission et je suis vraiment très contente que ça ait été pris dans cet accompagnement auprès de nos associations. S'il n'y a vraiment aucune remarque et aucune question, on va procéder au vote selon les propositions suivantes. D'autoriser l'attribution de 5 650 € de subventions pour les associations cambaises répertoriées et énoncées par Sandrine Sallier à l'instant. Est-ce qu'il faut que je redise tous les montants attribués? Non, hein, ça suffit. Très bien. Et d'autoriser, le cas échéant, Madame la maire à procéder à la signature des conventions afférentes, ainsi que l'ensemble des actes juridiques et financiers qui s'y rapportent. Vous avez des questions ou pas? Juste rajouter que, bon, puisqu'on parle d'association, en effet, on a aussi rencontré certaines personnes pour le fameux comité des fêtes, association qui est quand même très attendue, qui ne se décrète pas comme ça. Nous, on ne peut qu'encourager la création d'un comité des fêtes. Il est en train de prendre. On a déjà reçu 5 ou 6 personnes. Déjà d'autres vont se joindre à ce comité. Et ma foi, ça sera, on leur a aussi dit que, que le soutien de la mairie était bien là. Et que peut-être, en effet, on sera amené, pourquoi pas, à revoter une subvention cours d'année, si ça a lieu d'être. Parfait. Ça vous sera évidemment soumis à tous dès que les choses prendront forme. Qui s'abstient? Très bien. Je l'explique parce que, tout simplement, ton compagnon fait partie est le président d'une des associations pour lesquelles nous allons voter. Donc, tu exerces ton droit de réserve. Merci, Vanessa. Qui est contre? Et qui est pour? À l'unanimité, sauf une personne. Bien. Nous allons passer à l'affaire numéro 7, qui est l'autorisation de reconduction de la convention avec la Société protectrice des animaux, la SPA, donc de Bordeaux. En application de l'article L2212-2-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est garant de la sécurité et de la tranquillité publique. À ce titre, le maire en question est chargé de solutionner les problèmes générés par la présence d'animaux errants ou potentiellement dangereux, de gérer les troubles à l'ordre public causés par les animaux en zone habitée et par leurs propriétaires. De plus, l'article L211-19-1 du Code rural et de la pêche maritime, dites donc on va aller jusque-là, dispose qu'il est interdit de laisser divaguer des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Je ralentis parce que je me pose la question du code rural très bien, mais de la pêche maritime, le rapport avec les animaux sauvages, mais je suis persuadée que c'est juste que l'intitulé englobe tous ces secteurs-là. Bref. Enfin, l'article L211-23 du même code considère comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100 mètres. La gestion des animaux errants relève donc de la responsabilité des maires. Afin d'assurer cette mission de service public, les maires ont obligation de disposer d'une fourrière. Pour ce faire, la commune avait confié cette mission de fourrière à la SPA au travers d'une convention. Cette dernière est arrivée à échéance le 1er janvier 2021. Elle est donc reconductible sur acceptation express. Il convient donc de la renouveler.
elle prévoit que cette prestation de service soit défrayée sur la base de 40 centimes par habitant et par an, représentant en 2021 la somme de 672,40 €. Est-ce que vous avez des questions autour de cette affaire? Oui, Amandine. Juste pour information, la convention dure combien de temps? Je crois que c'est sur 3 ans, si je ne vous dis pas de bêtises. C'est ça, hein? Oui. Oui, on s'en est servi. J'ai eu plusieurs cas et je ne vous cache pas que je ne savais pas trop quoi faire de ces signalements de chiens errants. Et c'est bien que tu m'en parles parce que je voudrais le rappeler, là j'ai plusieurs signalements qui tournent autour du même animal, si j'ai bien compris, dans le centre-bourg. Et c'est quand même un petit souci, d'autant qu'il y a de plus en plus de personnes qui se promènent dans ce centre-bourg, et on espère de plus en plus. Donc j'en profite pour rappeler aux propriétaires de chiens qu'ils ne peuvent pas les laisser se promener seuls dans la commune, au risque justement de devoir aller les chercher à la fourrière. Voilà. J'ai l'impression que c'est toujours le même chien. Ouais, un berger allemand, oui, je crois. Bah, c'est l'héritage du côté un peu village. Je pense que ce sont des gens qui avaient l'habitude de laisser le chien parce qu'on est en village. Mais là, c'est plus le cas. Et puis, bon, la D10 se remarquait, elle existe depuis longtemps et c'est un danger. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres remarques? Non? Je vous propose donc de passer au vote. Pour les propositions suivantes, de valider le contenu de la convention de fourrière avec la SPA de Bordeaux, d'autoriser la reconduction de cette convention pour les 3 prochaines années et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci à tous. Bien. L'affaire numéro 8 aborde la pérennisation d'un poste d'agent administratif en charge du secrétariat général de la commune. Alors, comme vous le savez, nous avons eu besoin de ce renfort d'agents administratifs en septembre dernier pour nous aider à résorber un surcroît d'activité, notamment au niveau de l'accueil au public qui n'était absolument pas structuré jusqu'alors. Depuis, la relation usagée s'est clairement développée, notamment avec une très bonne réactivité au niveau de la dématérialisation des échanges. Pendant cette année presque écoulée, nous avons pu constater le besoin en constante augmentation sur les compétences en urbanisme. Je vous rappelle que nous faisons partie des communes qui instruisent le plus de dossiers d'urbanisme par rapport à sa population. C'est une demande qui nous a été faite au niveau du pôle territorial, on a dû leur donner nos chiffres, parce que tout simplement on leur délègue cette compétence et qu'il y a une... ils sont défrayés au nombre de... Ah non, ils ne sont pas défrayés au nombre de dossiers, c'est ça, c'est par rapport à la population. Et en fait, ils se sont rendus compte que nous, en l'occurrence, on leur donnait beaucoup de travail par rapport à notre population. Nous avons aussi une recrudescence, une constante augmentation du besoin sur les compétences en comptabilité, notamment avec tous ces changements au niveau du trésor public, cette restructuration, qui font qu'on demande énormément de justificatifs. On a fait complètement changer les procédures, on a mis en place de la signature dématérialisée, un changement qui est censé simplifier les choses, mais je pense qu'il simplifie peut-être les choses pour le maillon de la chaîne suivante, c'est-à-dire le trésor public, mais qui entraîne une autre structuration du service à l'accueil en mairie. Nous avons aussi besoin de compétences sur l'état civil, mais aussi et surtout sur la capacité de réponse aux sollicitations chaque fois plus croissantes des administrés. Ce poste de renfort s'est donc avéré être un poste nécessaire. La suite logique en est donc la titularisation. Et pour titulariser justement un poste d'agent, pour titulariser un agent administratif, il va falloir délibérer sur la création de ce poste. Et c'est là que je passe la parole à Sophia, qui va nous expliquer tout ça. Pérennisation d'un poste d'agent administratif en charge du secrétariat général de la commune. L'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Le secrétariat général de la commune assure les missions suivantes, donc accueil physique téléphonique, traitement des mails courriers, location des salles, le CCAS, l'état civil, le cimetière, l'urbanisme, la voirie, l'école, la comptabilité, les ressources humaines, l'élection, les invitations et le conseil municipal. Au regard de cette charge de travail, depuis septembre 2020, la commune a recruté une seconde personne. Cette phase a démontré que ce poste était plus que justifié et donc pérenne. Dans ce cadre, la réglementation impose que ce poste pérenne soit officiellement créé par voie de délibération. C'est bon? Si, Sophia, est-ce qu'on a des remarques ou des questions, s'il vous plaît? Faudrait enlever dans l'émission, dis-nous. Ah oui, fiche et planning de la tournée du bus. Ça, c'est... C'est vrai que ça a évolué, ça. T'as un œil, Sandrine, c'est impressionnant. Je le vois même pas. École, exact. Exact. On l'enlèvera pour le PV. C'était. Merci Sandrine. D'autres remarques? Si, t'as encore. Non? C'est bon pour tout le monde? Bien. Alors, les propositions soumises au conseil municipal sont de créer un poste pérenne à temps complet de 35 heures hebdomadaires d'agent administratif en charge du secrétariat général de la commune, dimensionné pour un agent de catégorie C ou B de la filière administrative, et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Et nous allons finir par l'affaire numéro 9, alors, qui est celle aussi encore de la pérennisation d'un poste d'agent de catégorie C en charge d'assister les enseignants dans les classes maternelles. Alors c'est toujours le même problème en fait, c'est l'augmentation des effectifs à l'école et notamment la création cette année d'une nouvelle classe qui auront rendu le poste de la 3e ATSEM, en tout cas du 3e agent qui fait office d'ATSEM, nécessaire et forcément pérenne. Cet emploi n'est donc plus considéré comme un renfort, ce qui avait été le cas l'année dernière, mais doit faire l'objet d'une création de poste. Je laisse Sophia reprendre la parole. Donc, pérennisation d'un poste d'agent de catégorie C en charge d'assister les enseignants dans les classes maternelles. La commune met à disposition certains de ses agents spécialisés dans des missions d'assistante auprès des enseignants des classes maternelles. Les agents communaux peuvent avoir le statut d'ATSEM s'ils disposent du titre. Dans ce cadre, au sens du décret numéro 92-849 du 28 août 92, portant statut particulier du cadre d'emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, appartient à la catégorie C de la filière médico-sociale. Ces agents peuvent également appartenir à la filière technique, ce qui est le cas de 2 postes de titulaires actuels, permettant une polyvalence des missions de ces agents hors des temps scolaires. Suite à l'accroissement de l'effectif scolaire, notamment en maternelle, un 3e poste de renfort exceptionnel d'un agent de catégorie C en charge d'assister les enseignants dans les classes maternelles sur 37 heures par semaine a vu le jour sur l'année scolaire 2021-2022. Le phénomène d'accroissement de l'effectif se poursuivant et ce poste de renfort ayant montré cette année son entière nécessité, il convient désormais de le pérenniser. Je voulais juste rajouter que ce poste serait mis à disposition à la CDC pour l'accueil périscolaire, en plus de son assistance auprès des enseignantes, sur une base de 9 heures semaine. Oui, ça fait 28 heures et le reste sous convention avec la CDC, c'est ça. Bon, c'est un montage qu'il va falloir qu'on aille discuter en CDC, parce que clairement c'est surtout pour... c'est ce qui se passe cette année, donc c'est une continuité, mais il n'empêche que c'est surtout et avant tout pour rendre service à la CDC qui est en carence notamment d'effectifs au niveau du périscolaire et qui compte beaucoup sur les collectivités pour les aider au moins
à pallier ces difficultés d'embauche et de maintien des agents sur ces postes-là. Il faut dire que ce sont des postes avec des emplois du temps particuliers pour le périscolaire, 2 heures en début de journée, 2 heures en fin de journée, peut-être une au milieu de la journée. Même pas pour le périsco, c'est même pas ça, hein, c'est vraiment que début et fin. Voilà, et donc ce sont des difficultés que connaissent la CDC et on nous demande, nous communes, d'essayer de mettre à disposition nos agents. Alors pour le moment, nous pensons que c'est tout à fait réalisable, mais il se peut, et c'est en ça qu'il va falloir discuter avec la CDC, il se peut que ce poste nous soit nécessaire sur ces 37 heures hebdomadaires. C'est la question, en tout cas c'est la condition qu'il faudra mettre dans cette convention, parce que ce n'est pas un dû, c'est un arrangement avec cette collectivité, mais il faudra bien aussi qu'on ne se déshabille pas pour la CDC. Avant tout, c'est pour cette commune qu'on embauche et qu'on est en train de créer ce poste. Très bien. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions autour de ça? Oui, Laurence. J'avais une question. Pour le moment, on a besoin de ce poste. Imaginons que dans 5-6 ans, les effectifs diminuent. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que c'est un poste qui peut être... Oui. Donc tu te demandes en effet si les effectifs diminuent. Bon, pour l'instant, alors à moins que le PLU soit particulièrement restrictif, on est plutôt sur une continuité. On va juste adoucir la courbe parce que là, on a une augmentation qui est hors de tout contrôle. Ceci dit, ce poste-là, cette personne est embauchée comme les autres d'ailleurs agents de la commune, de l'école en maternelle. Elle est embauchée en tant qu'agent technique. Elle n'a pas son diplôme, comme pour les autres d'ailleurs personnes à l'école. Elle n'a pas son diplôme d'ADSEM, c'est un diplôme qu'il faut passer. Donc pour le moment, en tout cas, elle est agent technique. Ça signifie qu'elle peut tout à fait, si elle arrête, si on n'a plus d'école, de classe maternelle pour elle, elle peut très bien être basculée sur une autre mission. Un agent technique peut avoir différentes missions au sein de la commune. Après, ben, si elle passe son concours, ce sera une discussion à avoir effectivement. Et si elle le passe et si elle l'a, ce qui n'est pas si évident que ça, on a une des ADSEM qui essaye de le passer depuis plusieurs années. Ouais. Ouais. Est-ce que ça te convient? Peut-être que Sophia peut rajouter quelque chose autour de ça? C'est ça. D'autres questions? Non? Alors, les propositions qui vous sont soumises, cher conseil municipal, sont de créer un poste pérenne à temps complet de 37 heures hebdomadaires d'agents de catégorie C, en charge d'assister les enseignants dans les classes maternelles, dimensionnés pour un agent de la filière technique ou médico-sociale, et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières. Alors, quand on dit dimensionné pour un agent de la filière technique ou médico-sociale, c'est parce que ce poste, pour la personne qui va donc prendre ce poste, comme elle n'est qu'agent technique, elle va faire partie de la filière technique, donc des agents territoriaux. Si elle devient ADSEM, elle passe sur la filière donc du médico-social avec une autre grille en fait de catégories. Voilà. Qui s'abstient? Oui, Pascal. Est-ce que tu veux expliquer ton abstention? Moi, je regrette simplement que Guillaume Laroche soit pas là, parce que c'est lui qui est en charge de la vie scolaire et qui va nous expliquer les cours justement d'inscription, et ainsi de suite. Mais bon, comme il n'est pas là, je préfère abstenir. Bon, tu peux poser la question parce que je suis aussi au courant de ces courbes d'inscription si besoin, où il y a le reste de la commission scolaire pour ça. Si c'est juste cette info qui te manque, je pense que toute la commission scolaire, notamment Sophia, qui non seulement est rapporteur, mais peut aussi te dire. Non, ce que je me pose aussi comme question, ouais, c'est l'évolution du poste rémunération, évidemment, puisque on doit tous être vigilants sur l'ensemble des budgets. Celui-ci en fait partie. Et c'est vrai que j'aurais souhaité que Guillaume puisse, toi, si tu veux, détailler plus, effectivement, l'évolution 2021-2022 et ensuite 2023 qui est attendue pour justifier qu'on pérennise ce poste. Voilà. Très bien.
Alors la première des justifications, c'est qu'il y a une classe qui s'ouvre. Pour qu'une classe s'ouvre, vous imaginez bien, l'éducation nationale n'attend pas qu'il y ait juste 10 enfants de plus à l'école, il faut vraiment que ça déborde pour qu'on dise « ok, on ouvre une classe ». Et c'est le cas, puisqu'on attendait, Sophia, si je ne dis pas de bêtises, une quarantaine d'enfants supplémentaires, toutes les inscriptions ne sont pas faites. Et il se trouve qu'on sait que cette année, les lotissements qui sont en bas, ces 20 logements, qui sont adressés évidemment plutôt à ce type de famille-là, donc des jeunes familles sans enfants ou qui vont en avoir ou qui en ont. Donc on sait déjà en réalité que la classe supplémentaire, si on continue comme ça, elle sera déjà pas suffisante l'année prochaine. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on n'ait pas encore que peut-être on ait encore malheureusement une ouverture de classe l'année prochaine, mais que ça s'arrête, parce qu'on ne va pas ouvrir des classes chaque année. On n'arrivera pas, et tu as raison, notamment au niveau des travaux et au niveau de l'emploi. À un moment, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Donc, en clair, pour l'instant, la visibilité à 2-3 ans, elle n'est pas bonne. Oui. C'est compliqué parce que ça dépend des logements qui vont arriver, ça dépend des personnes qui vont arriver. Il ne faut pas se baser que sur les naissances qu'il y a eu là, pour l'année 2018, il y a eu 40 naissances, entre ceux qui partent et ceux qui arrivent. Jusqu'à la fin de l'été, il y a encore des inscriptions qui vont arriver. Et pour l'année 2000, ça tu t'inquiètes plutôt sur dans 2 ans. C'est ça qui va rejoindre à cette place. Oui, en fait, c'est la pérennisation du poste dans cette filière, hein, parce que c'est aussi ça, évidemment, même si il s'agit d'un poste qui n'est pas un poste d'ATSEM, mais il n'empêche qu'il est relié à une filière technique ou médico-sociale, donc il ne pourra pas... Pas encore. être... Non. C'est la filière technique. Oui. La filière technique. Si jamais elle passe son diplôme, elle passera du côté médico-social. Oui. Pour l'instant, elle est agent technique. D'accord. Oui. Il faut aussi se dire que dans notre école, on a quand même 3 classes en maternelle et là, on aura 3 ATSEM, ce qui est complètement normal puisque, en général, les classes de maternelle sont accompagnées, enfin, les maîtresses de classes de maternelle ont une ATSEM ou un ATSEM Qui les assiste. avec elles. Ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans, ce qui était le cas cette année et ce qui sera donc le cas par la suite pour des classes qui s'avèrent d'être de plus en plus grandes pour l'instant. Mais ce n'est pas une personne supplémentaire, c'est une personne qui manquait pour l'instant pour la 3e classe de maternelle. D'autres remarques? Non? Bien, merci. Oui. En fait, on n'avait pas... Oui, j'allais le dire, comme on était sur l'abstention. Oui. Ah oui, pardon. Et oui. En fait, on n'avait pas moyen d'avoir ce poste sans créer... Tu peux redire le début de la phrase? On n'avait pas besoin, c'est un problème de ce genre de recrutement par chaque commune. En fait, avec une démographie qui va forcément évoluer dans le temps. En fait, on n'a pas moyen de ne pas créer un recrutement pour ça, nous, en tant que mairie. Non, alors pour tout vous dire, elle est arrivée au bout de ces 3 contrats. Quand on renouvelle 3 fois un contrat, soit on arrête, soit on titularise. On arrive donc au moment où, eh bien, si on souhaite la garder, il faut titulariser. Dans la fonction publique, on ne peut pas garder les CDD, mais je crois qu'à un moment donné, il y a une titularisation, puis c'est un emploi pérenne, c'est un emploi qui existait, qui était là l'année dernière, et on en a encore besoin cette année, et je pense qu'en maternelle, c'est pas demain qu'on aura une classe. Il faut avoir conscience que, on s'est posé la question, Pascal, parce que tu dis sur quelques années, oui, c'est vrai, quand on ouvre un poste, c'est sur plusieurs années. Il se trouve qu'on a aussi dans les ATSEM, des ATSEM qui arrivent plutôt à la fin de leur carrière. C'est-à-dire que sur la visibilité, imaginons que c'est pas maintenant, s'il y a une chute et si on commence plutôt à arriver sur la situation, par exemple, de Quinsac qui a fermé les classes, il faut quand même un certain temps, il faut une mise en place, il faut un PLU particulièrement restrictif et qui ralentisse ce phénomène d'urbanisation. On en est loin encore. Et puis les conséquences, elles se mesurent à plusieurs années. Donc imaginons que dans 10 ans, soyons raisonnables, on commence à se dire cette école, ça ferme. Il se trouve que c'est aussi à 10 ans qu'on va avoir l'une de nos ATSEM, si je ne dis pas de bêtises, qui ira en retraite. Donc quoi qu'il arrive, c'est aussi cette vision-là qui a fait partie de
de l'étude de ce poste. Bien, on en était au vote, donc si ça vous convient, je vous propose donc qu'on en était à l'abstention. Qui est contre? Et qui est pour? Merci, donc à l'unanimité, -1. Eh bien, je vous remercie. Ce conseil municipal a été particulièrement long, mais il se termine et je le clôture donc à 20h32. Merci.